Bienvenue dans l'Ondé, le podcast de lecture. Si tu veux écouter les premiers épisodes, donc la première partie du livre audio Histoire de ma vie de George Sand, je t'invite à cliquer sur les 3 premiers épisodes qui sont dans la description. On est dans la deuxième partie du livre audio qui s'appelle Mes premières années, 1800-1810, toujours avec George Sand. Installe-toi bien confortablement et profite de l'Ondé. Il y a dans certaines existences un moment où nos facultés de bonheur, de confiance et d'ivresse atteignent leur apogée. Puis, comme si notre âme n'y pouvait plus suffire, le doute et la tristesse étendent sur nous un nuage qui nous enveloppe à jamais. Ou bien, est-ce la destinée qui s'obscurcit en effet, et sommes-nous condamnés à descendre lentement la pente que nous avons gravie avec l'audace de la joie ? Pour la première fois, le jeune homme venait de ressentir les atteintes d'une passion durable. Cette femme dont il vient de parler avec un mélange d'enthousiasme et de légèreté, cette gracieuse amourette qu'il croyait peut-être pouvoir oublier, comme il avait oublié la chanoinesse et plusieurs autres, allait s'emparer de toute sa vie et l'entraîner dans une lutte contre lui-même qui fit le tourment, le bonheur, le désespoir et la grandeur de ces 8 dernières années. Dès cet instant, ce cœur naïf et bon, ouvert jusque-là à toutes les impressions extérieures, à une immense bienveillance, à une foi aveugle dans l'avenir, à une ambition qui n'a rien de personnel et qui s'identifie avec la gloire de la patrie, ce cœur, qu'une seule affection presque passionnée, l'amour filial, avait rempli et conservé dans sa précieuse unité, fut partagé, c'est-à-dire déchiré par 2 amours presque inconciliables. La mère, heureuse et fière qui ne vivait que de cet amour, fut tourmentée et brisée par une jalousie naturelle au cœur de la femme, et qui fut d'autant plus inquiète et poignante que l'amour maternel avait été l'unique passion de sa vie. À cette angoisse intérieure, qu'elle ne s'avoua jamais, mais qui fut trop certaine, et que toute autre femme eût fait naître en elle, se joignit l'amertume des préjugés froissés, préjugés respectables et sur lesquels je veux m'expliquer avant d'aller plus loin. Mais d'abord, il faut dire que cette femme charmante que le jeune homme avait rêvée à Milan et conquise à Assola, cette Française qui avait été en prison au couvent des Anglaises dans le même temps que ma grand-mère, n'était autre que ma mère, Sophie Victoire Antoinette de Laborde. Je lui donne ces 3 noms de baptême parce que, dans le cours agité de sa vie, elle les porta successivement, et ces 3 noms sont eux-mêmes comme un symbole de l'esprit du temps. Dans son enfance, on préféra probablement pour elle le nom d'Antoinette, celle de la reine de France. Durant les conquêtes de l'Empire, le nom de Victoire prévalut naturellement. Depuis son mariage avec elle, mon père l'appela toujours Sophie. Tout est significatif et emblématique, et le plus naturellement du monde, dans les détails en apparence les plus fortuits de la vie humaine. Sans doute ma grand-mère eût préféré pour mon père une compagne de son rang, mais elle l'a dit et écrit elle-même. Elle ne se fut pas sérieusement affligée pour ce qu'on appelait dans son temps et dans son monde une mésalliance. Elle ne faisait pas de la naissance plus de cas qu'il ne faut, et quant à la fortune, elle savait s'en passer, et trouver dans son économie et dans ses privations personnelles de quoi remédier aux dépenses qu'entraînèrent les postes les plus brillants que lucratifs qu'occupa son fils. Mais elle ne put qu'à grand-peine accepter une belle fille dont la jeunesse avait été livrée par la force des choses et des hasards effrayants. C'était là le point délicat à trancher, et l'amour, qui est la suprême sagesse et la suprême grandeur d'âme quand il est sincère et profond, le trancha résolument dans l'âme de mon père. Un jour vint aussi où ma grand-mère se rendit, mais nous n'y sommes point encore, et j'ai à raconter bien des douleurs avant d'en venir à cette époque de mon récit. Je ne connais que très imparfaitement l'histoire de ma mère avant son mariage. Je dirai plus tard comment certaines personnes crurent agir prudemment et dans mon intérêt en me racontant des choses que j'aurais mieux fait d'ignorer et dont rien ne m'a prouvé l'authenticité. Mais fussent-elles toutes vraies, un fait subsiste devant Dieu, c'est qu'elle fut aimée de mon père,
et qu'elle le mérita apparemment puisque son deuil, à elle, ne finit qu'avec sa vie. Lorsque ma grand-mère vit son fils épouser ma mère, elle fut désespérée. Elle eût voulu dissoudre de ses larmes le contrat qui cimentait cette union, mais ce ne fut pas sa raison qui la condamna froidement, ce fut son cœur maternel qui s'effraya des suites. Elle craignit pour son fils les orages et les luttes d'une association si audacieuse comme elle avait craint pour lui les fatigues et les dangers de la guerre. Elle craignit aussi le blâme qui allait s'attacher à lui de la part d'un certain monde. Elle souffrit dans cet orgueil de moralité qu'une vie exempte de blâme légitimait en elle. Mais il ne lui fallut pas beaucoup de temps pour voir qu'une nature privilégiée secoue aisément ses ailes et peut élever son vol dès qu'on lui ouvre l'espace. Elle fut bonne et affectueuse pour la femme de son fils. Pourtant, la jalousie maternelle resta, et le calme ne se fit guère. Si cette tendre jalousie fut un crime, à Dieu seul appartient de le condamner, car il échappe à la sévérité des hommes, à celle des femmes surtout. Depuis Assola, c'est-à-dire depuis la fin de l'année 1800, jusqu'à l'époque de ma naissance en 1804, mon père aussi devait souffrir mortellement du partage de son âme entre une mère chérie et une femme ardemment aimée. C'est en 1804 seulement qu'il trouva plus de calme et de force dans la conscience d'un devoir accompli, lorsqu'il eut épousé cette femme que, bien des fois, il avait essayé de sacrifier à sa mère. En relisant ces lettres, écrites sous l'impression irréfléchie mais sincère du moment, je ne puis me défendre d'examiner et de juger, à mon point de vue, ce qu'il a jugé au sien. Mon père n'avait pas la prétention d'être philosophe, malgré l'éducation philosophique qu'il avait reçue. Il se croyait indifférent à toute religion, à toute doctrine, et comme tous les hommes de son âge, comme ceux de son époque surtout, il se laissait aller sans réflexion à la vie extérieure. Il est bien évident, néanmoins, qu'il avait, au fond de l'âme, une foi complète aux idées du christianisme progressif, qui ont défrayé depuis lors les modernes écoles philosophiques. Mon père est mort à 30 ans. Dans mes vagues souvenirs, comme dans le souvenir tendre et presque enthousiaste de ses amis, il reste donc à l'état de jeune homme, et moi, qui me fais vieille, je vois en lui, par la mémoire et l'imagination, un enfant, comme mon fils, lequel approche déjà de l'âge que mon père avait à la fin du consulat, quand je vins au monde. Je reçois pourtant encore, en lisant sa vie écrite par lui-même au jour le jour, dans ses entretiens familiers avec sa mère, les profonds enseignements qu'il m'eût donnés s'il eût vécu. Et pour les bien comprendre, à travers le temps et la tombe qui nous sépare, je suis forcé de commenter tout ce qui s'agite en lui et autour de lui. Je le vois se résumer à son insu, à toutes les époques de sa vie qui touchent à la vie générale, et le contre-coup qu'il en reçoit me paraît, à travers l'enjouement apparent de son esprit, d'une portée très sérieuse, non seulement pour moi, mais pour tout le monde. Ainsi, je le vois dès l'enfance, traiter le patriciat de chimère, et la pauvreté de leçon utile. Souffrant de la Révolution jusqu'au fond des entrailles, en sentant sous le couteau sa mère adorée, je le vois ne jamais maudire les idées mères de la Révolution, et tout au contraire, approuver et bénir la chute des privilèges. Je le vois aimer sa patrie, comme Tancrède, regarder la guerre et la gloire comme la proclamation des conquêtes morales de la philosophie et s'écrier « Ah, ma mère ! Qui eût dit à tes amis les philosophes qu'un jour, leurs idées feraient de moi, fils de financier, un soldat au service d'une république, et que ces idées seraient à la pointe de nos sabres ?» Je le vois plus naïf, plus conséquent, plus chrétien et plus philosophe encore. Aimer une pauvre fille enrichie un instant par un malheur plus grand que la pauvreté, reconnaître que son amour l'a purifiée et lutter contre les plus vives douleurs pour la réhabiliter en dépit du monde. Je le vois pousser le respect et l'amour de la famille jusqu'à briser le cœur de sa mère et le sien propre, plutôt que de ne pas légitimer par le mariage les enfants de son amour. Toute cette conduite-là n'est pas d'un athée
Et si l'expression est légère et dédaigneuse quand il parle du culte officiel, je vois, au fond de l'âme, les principes tenaces et victorieux de la religion de l'Évangile. Pendant que Maurice écrivait ainsi à sa mère, Victoire, désormais Sophie, l'habitude lui était venue de l'appeler ainsi, était venue le rejoindre au Fayel. Elle était sur le point d'accoucher, j'étais donc déjà au camp de Boulogne, mais sans y songer à rien, comme on peut croire, car peu de jours après, j'allais voir la lumière sans en penser davantage. Cet accident de quitter le sein de ma mère m'arriva à Paris, le 16 Messidor an 12, un mois juste après le jour où mes parents s'engagèrent irrévocablement l'un à l'autre. Ma mère, se voyant près de son terme, voulut revenir à Paris, et mon père l'y suivit le 12 prairial. Le 16, ils se marièrent en secret, à la municipalité du 2e arrondissement. Le même jour, mon père écrivait à ma grand-mère. Mon pauvre père avait à la fois la vie et la mort dans l'âme ce jour-là. Il venait de remplir son devoir envers une femme qu'il avait sincèrement aimée et qui allait le rendre père une fois de plus. J'ai dit qu'elle avait déjà mis au monde et perdu plusieurs enfants durant cette union, et qu'au moment d'en voir naître encore un, il avait voulu sanctifier son amour par un engagement indissoluble. Mais s'il était heureux et fier d'avoir obéi à cet amour, qui était devenu sa conscience même, il avait la douleur de tromper sa mère et de lui désobéir en secret, comme font les enfants qu'on opprime et qu'on maltraite. Là fut toute sa faute, car, loin d'être opprimé et maltraité, il eût pu tout obtenir de la tendresse inépuisable de cette bonne mère en frappant un grand coup et en lui disant la vérité. Il n'eut pas ce courage, et ce ne fut pas certes par manque de franchise, mais il fallait soutenir une de ces luttes où il savait qu'il serait vaincu. Il fallait entendre des plaintes déchirantes et voir couler ces larmes dont la seule pensée troublait son repos. Il se sentait faible à cet endroit-là, et qui oserait l'en blâmer sévèrement? Il y avait déjà 2 ans qu'il était décidé à épouser ma mère, et qu'il lui faisait jurer chaque jour qu'elle y consentirait de son côté. Il y avait 2 ans qu'au moment de tenir à Dieu la promesse qu'il avait faite, il avait reculé, épouvanté par l'ardente affection et le désespoir un peu jaloux qu'il avait rencontré dans le cœur maternel. Il n'avait pu calmer sa mère durant ces 2 années, où de continuelles absences amenaient pour elle de continuels déchirements, qu'en lui cachant la force de son amour et l'avenir de fidélité qu'il s'était créé. Combien il dut souffrir le jour où, sans rien avouer à ses parents, à ses meilleurs amis, il conféra le nom de sa mère à une femme digne par son amour de le porter, mais que sa mère devait si difficilement s'habituer à lui voir partager. Il le fit pourtant. Il fut triste, il fut épouvanté, et il n'hésita pas. Au dernier moment, Sophie de Laborde, vêtue d'une petite robe de basin et n'ayant au doigt qu'un mince filet d'or, car leurs finances ne leur permirent d'acheter un véritable anneau de 6 francs qu'au bout de quelques jours, Sophie, heureuse et tremblante, intéressante dans sa grossesse, et insouciante de son propre avenir, lui offrit de renoncer à cette consécration du mariage qui ne devait rien ajouter, rien changer, disait-elle, à leur amour. Il insista avec force, et, quand il fut revenu avec elle de la mairie, il mit sa tête dans ses mains et donna 1 heure à la douleur d'avoir désobéi à la meilleure des mères. Il essaya de lui écrire. Il ne put lui envoyer que les 10 lignes qui précèdent et qui, malgré ses efforts, trahissent son effroi et ses remords. Puis il envoya sa lettre, demanda pardon à sa femme de ce moment donné à la nature, prit dans ses bras ma sœur Caroline, l'enfant d'une autre union, jura de l'aimer autant que celui qui allait naître et prépara son départ pour Nohant, où il voulait aller passer 8 jours avec l'espérance de pouvoir tout avouer et tout faire accepter. Mais ce fut une vaine espérance. Il parla d'abord de la grossesse de Sophie, et tout en caressant mon frère Hippolyte, l'enfant de la petite maison, il fit allusion à la douleur qu'il avait éprouvée en apprenant la naissance de cet enfant, dont la mère lui était devenue forcément étrangère. Il parla du devoir que l'amour exclusif d'une femme impose à un honnête homme, et de la honte qu'il y aurait à abandonner une telle femme après des preuves d'un immense dévouement de sa part. Dès les premiers mots, ma grand-mère fondit en larmes, et sans rien écouter, sans rien discuter, elle se servit de son argument accoutumé, argument d'une tendre perfidie et d'une touchante personnalité.
Tu aimes une femme plus que moi, lui dit-elle. Donc, tu ne m'aimes plus? Où sont les jours de Passy? Où sont tes sentiments exclusifs pour ta mère? Que je regrette ce temps où tu m'écrivais « Quand tu me seras rendu, je ne te quitterai plus d'un jour, plus d'une heure. » Que ne suis-je morte comme tant d'autres en 93? Tu m'aurais conservé dans ton cœur, tel que j'y étais alors. Je n'y aurais jamais eu de rival. Que répondre à un amour si passionné? Maurice pleura, ne répondit rien et renferma son secret. Il revint à Paris sans l'avoir trahi, vécut calme et retiré dans son modeste intérieur. Ma bonne tante Lucie était à la veille de se marier avec un officier ami de mon père, et ils se réunissaient avec quelques amis pour de petites fêtes de famille. Un jour qu'ils avaient formé quelques quadrilles, ma mère avait ce jour-là une jolie robe couleur de rose, et mon père jouait sur son fidèle violon de crémone. Je l'ai encore, ce vieux instrument, au son duquel j'ai vu le jour. Une contredanse de sa façon. Ma mère, un peu souffrante, quitta la danse et passa dans sa chambre. Comme sa figure n'était point altérée et qu'elle était sortie fort tranquillement, la contredanse continua. Au dernier chasse et huit, ma tante Lucie entra dans la chambre de ma mère, et tout aussitôt s'écria « Venez, venez, Maurice, vous avez une fille !» Elle s'appellera Aurore, comme ma pauvre mère qui n'est pas là pour la bénir, mais qui la bénira un jour, dit mon père en me recevant dans ses bras. C'était le 5 juillet 1804, l'an dernier de la République, l'an premier de l'Empire. Elle est née en musique et dans le rose. Elle aura du bonheur, dit ma tante. Si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les autres épisodes qui viendront par la suite. Et puis, pourquoi pas, dans les commentaires, on peut papoter un peu, partager nos impressions, nos idées, tant que ça reste dans la bienveillance, bien sûr. Sinon, je te souhaite de bonnes écoutes sur l'ondée, je te dis à très vite, ciao!